Donc les philosophes de l'Antiquité considèrent que pour apprendre à vivre, eh bien, il faut savoir être dans l'instant présent, garder son attention sur le moment qui est en train de passer, car la plupart du temps, nous pensons soit au passé, soit à l'avenir. Or, ces deux temps-là n'existent pas, par exemple pour les stoïciens ou pour les épicuriens qui sont des écoles de philosophie. Et donc, la plupart de nos émotions négatives viennent du fait que l'on pense au passé ou au futur. Mais paradoxalement, pour apprendre à vivre et pour purifier nos émotions, il faut aussi apprendre à mourir. Car en effet, l'une des causes principales de la peur, c'est la mort. Et pour se guérir de la peur de la mort, les philosophes de l'Antiquité, au moins jusqu'à Montaigne, ont inventé toute forme d'exercice qui vise d'une certaine manière à apprivoiser la mort pour ne pas en avoir peur. Non seulement pour ne pas en avoir peur, mais aussi pour profiter du moment présent et profiter de l'existence, car notre existence est finie, ça veut dire qu'elle a une fin, elle n'est pas infinie, c'est à cause de la mort tout simplement, hein. Nous mourons, donc nous ne sommes pas des êtres infinis, et que donc méditer sur la mort, c'est non seulement apprendre à vivre, mais c'est aussi philosopher. Il y a une citation célèbre de Montaigne, philosopher, c'est apprendre à mourir, car effectivement, cela permet de profiter du moment présent. Ce que un certain poète latin il disait ainsi, Carpe diem. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins cette citation qui veut dire cueille le jour, hein, profite au fond du moment présent, mais profite du moment présent avec l'idée que ça ne va pas durer éternellement. Donc cela peut sembler contradictoire, mais en fait, apprendre à vivre et être au présent, cela suppose aussi que l'on ait conscience de la mort et qu'on puisse apprivoiser la mort. Enfin, parmi les exercices spirituels qui nous permettent d'atteindre une certaine forme de vie heureuse ou de vie sage, les philosophes grecs plaçaient aussi des choses telles que lire, écrire et écouter, mais aussi dialoguer. Il ne s'agit pas de lire ou d'écrire pour écrire, mais de lire et d'écrire dans le but de changer la vie. Et je peux vous dire que beaucoup de vies ont été changées à cause de la lecture d'un livre. En général, peut-être pas dans les lectures qu'on fait à l'école, mais si on veut être capable un jour dans sa vie de lire des livres à un tel point que ça transforme notre vie, eh bien, il est peut-être pas inintéressant de faire un peu de philosophie. Au sujet de l'écriture, il y a plusieurs formes d'écriture, mais les Grecs pratiquaient aussi une certaine forme d'écriture de soi-même, ce qu'on appellerait aujourd'hui vulgairement une sorte de journal intime. Mais chez les Grecs, il s'agissait par exemple d'utiliser l'écrit pour faire un examen de conscience, pour se demander par exemple le soir si on s'est bien comporté pendant la journée. C'est aussi un moyen d'une certaine manière de sculpter sa propre statue, un moyen de se comprendre. Là encore, il faut bien replacer la philosophie dans une perspective thérapeutique, une perspective presque médicale, là où la médecine du corps a une utilité, mais qui doit être complétée par la philosophie, qui est définie comme une médecine de l'âme. Il s'agit donc de devenir son propre docteur pour pratiquer cette médecine sur soi-même. Alors cette médecine de l'âme, aujourd'hui, bien sûr, elle porte un nom, on appelle ça la psychologie, ou même de manière plus précise, la psychothérapie. Mais il y a une dimension importante psychothérapeutique dans la philosophie, tout au moins telle qu'elle est comprise à l'Antiquité.